nous, et que si on souhaitait avoir un pays qui tient le coup dans l'avenir, il fallait commencer par nous tenir le coup, puis s'occuper de notre famille. On les fait les 10 000 pas tous les Ah, jours. parfait. Bah, tu vois, le concept était finalement un concept en plus qui est très chrétien, c'est-à-dire occupe-toi de toi, ensuite de ta famille, ensuite de ton cercle un peu plus grand, et à la fin, par agglomération, si tu veux, on aura une France composée, parce que c'est ça, hein, le pays, ça les gens ont du mal à le concevoir, un pays est la résultante de sa population. Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir quelqu'un que vous connaissez peut-être de nom, peut-être que vous le connaissez déjà. Il est très connu sur Internet, le Raptor. Bonjour. Salut Pierrot, merci pour l'invitation, et je pense qu'on va passer une bonne émission. Oui, parce qu'on déteste, on a des goûts de cinéma tellement différents, bien qu'on soit d'une génération différente, c'est assez rigolo. En tout cas, merci. Ça fait des années, comme je te disais en off, ça fait des années que j'écoute euh, tes émissions, pas tous les jours, hein, mais pas tout le temps, mais ça fait quand même longtemps que je suis un petit peu ce que tu fais. Tu as beaucoup d'humour et tu as aussi ce talent de pouvoir réunir. Je me souviens à l'époque où tu avais des gens aussi différents que Papacito, Adrien Abozit et plein d'autres dans les mêmes émissions où tu as quand même des catholiques intégristes, toi, tu es d'origine berbère, je crois. Oui, tout à fait. Oui, mes deux parents ont émigré d'Algérie. Et oui, Voilà. je suis Donc, tu vois, d'origine. on est des cousins des deux côtés de la Méditerranée qui font des émissions et c'est super sympa et c'est super intéressant. Et donc, oui, ça fait des années que je te suis. Et peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours qui est assez intéressant, je crois, pour les gens qui nous écoutent? Quand tu parles de parcours, tu veux que je parle du parcours à partir d'Internet ou dans ma vie plus globalement? Voilà, si tu devais te présenter à mes abonnés, Mhm. aux gens ici sur Internet, qui ne te connaîtraient pas, comment tu expliquerais un petit peu ton parcours? Parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes, je trouve. Alors, du coup, moi, de mon vrai nom, qui est connu depuis longtemps, je m'appelle Ismaël Slimani. Je suis à la base, avant d'être youtubeur en 2015, donc là, ça va faire 10 ans, j'étais un étudiant, j'ai fait prépa, maths sup, maths spé, j'ai fait une école d'ingénieur, on pourra peut-être en reparler. Mhm. Et puis, en fait, pendant mon école d'ingénieur, c'est vrai que je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'apporter quelque chose sur YouTube. J'ai essayé de me poser la question ce qui pouvait manquer, ce qui pouvait être pertinent. Et je suis arrivé à la conclusion que ça pouvait être intéressant de parler d'actualité avec de l'humour basé sur ce que je savais faire, c'est-à-dire de l'exagération, un petit peu de violence pour recadrer les choses. Parce que alors ça n'a pas forcément évolué positivement, mais c'est vrai qu'à l'époque, on était bassiné de gauchisme, Ouais, ouais. en tout cas dans tous les influenceurs, les youtubeurs, c'était obligatoire. Bon, ça l'est un peu toujours, mais c'était vraiment très fermé et c'était absolument asphyxiant et insupportable parce que c'est beaucoup d'hypocrisie. Donc j'ai voulu casser tout ça. Donc en 2015, j'ai créé la chaîne YouTube. Ça a très vite pris. Ça a très vite pris. Et puis, il y a eu des grands thèmes, le féminisme, la première élection de Donald Trump, peut-être qu'on parlera de la seconde. Des thèmes forts, importants, qui étaient sous vraiment sous l'exclusivité des médias mainstream avec une opinion, une idéologie gauchiste. Et je suis arrivé comme une fusée, avec un style un petit peu violent. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître. Et aujourd'hui, on est 10 ans plus tard, et mon contenu a évolué, mon contenu a gagné en maturité, comme moi, encore heureux. Et aujourd'hui, j'essaye d'être un petit peu plus tranquille, un petit peu plus nuancé, un petit peu plus intelligible, parce que j'ai pas souffert, mais disons que c'était un peu le revers de la médaille en faisant de l'exagération, en faisant du clash, bah, parfois dans la forme, on se ferme beaucoup au public. Et c'est plus important aujourd'hui, je pense, plutôt que de simplement flatter mon ego, à faire l'intéressant, à faire des grands clashs, etc., d'avoir aussi de la forme pour accompagner le fond, pour que n'importe qui puisse écouter et se dire, ah tiens, c'est pertinent ce qu'il dit, etc. Et pour finir la présentation,
J'ai très vite été démonétisé. En fait, je remercie tous les obstacles qui sont arrivés sur ma route, la démonétisation et bien d'autres, qui m'ont forcé à trouver des solutions. Le cerveau humain est fait pour trouver des solutions dans des situations, d'inconfort. Et donc, j'ai très vite lancé ma propre entreprise, de coaching personnalisé en 2016. Donc, tu vois, même pas un an après, être arrivé sur YouTube, parce que sinon, j'aurais jamais pu avoir de revenus. J'ai travaillé avec des coachs diplômés et de là, ça a progressé, progressé. Donc, ça s'appelle Raptor Coaching Pro. Et puis, il y a 3 ans, là, c'est la troisième année, j'ai lancé mes propres compléments alimentaires, fabriqués en France, formulés en France. Et ça a été vraiment la difficulté, la grande aventure. Et il y a 3 ans, j'avais des rêves, mais j'avais peur, j'étais intimidé. Et aujourd'hui, vraiment, je suis très fier de ce qu'on a fait. Et donc, je suis un peu sur tous les domaines, sur le domaine du fitness parce que je pense qu'aussi le combat politique se fait via le combat biologique, physiologique. Ça a été prouvé aussi par plein d'études que quand on manque de testo, on vote gauchiste, quoi. Voilà, il faut restaurer de la testo en France. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et ça passe par tous les leviers qui peuvent être appliqués. Voilà. Oui, faire de sport, se maintenir en forme, soulever de la fonte ou que sais-je, nécessite de la constance, nécessite de la détermination. Et quand tu développes de la constance et de la détermination, par définition, tu ne peux pas être de gauche. Tu T'as peux pas pas envie être de un esclave. redistribuer. T'as pas envie de redistribuer tous les efforts que tu as appliqués. Tu comprends qu'il y a une forme de justice dans le travail et la patience. Oui, en plus, tu peux pas filer tes muscles à un mec qui est gros et gras et mou. C'est pas possible. Alors, on va mettre les liens. Je vais mettre les liens de tes sites pour ceux qui seraient intéressés parce que je suis d'accord. Et moi, j'ai lutté toute ma vie, je fais beaucoup de sport, mais j'ai lutté aussi toute ma vie contre mon plus gros défaut, qui est la gourmandise. Et donc, d'un côté, je fais énormément de sport, de la natation, j'ai fait des trucs à niveau compétition, tout ça quand j'étais jeune. J'ai gardé une charpente et une musculature super puissante. Et par-dessus, j'ai rajouté, j'ai rajouté du gras que je prends malheureusement assez facilement du fait de ma gourmandise et du fait de ma mère. Il faut toujours donner la faute aux autres. C'est la faute de ma mère qui m'a super bien nourri avec des trucs qui sont super bons, des pâtes, enfin bref. Et donc j'ai pris ce goût à la chose. Donc quand tu coaches les gens, tu les aides en fait à atteindre des objectifs de fitness. Je suis curieux. Moi je trouve que c'est génial de faire ce genre d'activité. Parce que je précise, pour ceux qui... Là, t'es super habillé, tu es super classe. Si vous allez sur ton Instagram, t'es quand même ripé à mort, quoi. T'es fit, quoi. Donc ça, c'est respect. Et on va en parler des femmes, mais entre hommes, il y a deux, trois trucs qu'on respecte les uns les autres. C'est notamment, en tout cas, un des trucs, c'est le physique. Quand un mec arrive et qu'il est fit, on respecte. Un, parce qu'il pourrait te péter la gueule. Deux, parce qu'on sait que ça prend de l'effort et que, en fait, entre hommes, même le gauchiste, en fait, sauf que lui, il réagit par la jalousie, mais en réalité, il se dit, merde, ce mec, il est mieux que moi. Parce qu'on sait se jauger. Et on n'est pas obligé d'être mieux que le nôtre, mais voilà, tu vois, on se jauge directement et donc il y a respect. Donc quand un mec, il est rip, parce que ça veut dire que tu fais des efforts sur la bouffe, sur l'activité physique, etc., ce respect est important. Et donc, clairement, tu look good, quoi. Donc c'est crédible pour coacher les gens. Donc, comment ça se passe, ce coaching? Alors, pour vraiment avancer dans ton sens, il y a quelque chose qui est évident, c'est qu'on ne juge jamais mieux une aventure et sa difficulté que quand on s'y est essayé. C'est pour ça qu'on parle de discours politique déconnecté de la réalité. On a des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, qui nous parlent d'entreprise, de Bernard Arnault, je sais pas quoi. Ils n'ont jamais eu une seule responsabilité autre que se laver les dents le matin, tu vois. Donc, le physique, c'est peut-être quelque chose que tout le monde, à un moment donné, parce que contrairement à tous ces gens qui nous expliquent que non, mais le physique, c'est rien, on s'en fout, je sais pas quoi, c'est pas vrai. Quand ils font des personnages dans les jeux vidéo, ils font des mecs tankés qui ont des bras comme ça, parce qu'ils savent qu'on peut compter sur eux. Donc dans la vie, il y a un moment, ils se sont regardés dans le miroir, ils ont dit, putain, je serais peut-être mieux comme ça, comme ci, comme cela. Et donc, ils y sont essayés. Et donc, ils ont réalisé que il y avait une part de difficulté liée à la rigueur, à la discipline, au fait de tenir jour après jour, de s'astreindre à ceci, cela. Et donc, c'est vrai que notre physique, notre manière, même en fait nos niveaux d'énergie sont des témoins visibles des efforts qu'on y met chaque jour.
Donc c'est vrai que on peut voir le physique de quelqu'un et se dire, bah tiens, c'est vrai que c'est assez respectable qu'ils se maintiennent parce que je sais que ça demande certaines qualités que par exemple moi j'ai du mal à avoir. Donc c'est pour ça que c'est respectable. Et pour tout ce qui est coaching, je me souviens plus de ta question exactement. Non, c'est comment ça se passe? Comment en fait, tu vas choper des petits gros faibles et tu les transformes en Superman? Ou alors, qu'est-ce que tu fais en fait? Alors, il y a de tout. En fait, à travers mon parcours alors en musculation et puis dans d'autres sports plus récemment, je me suis rendu compte qu'il fallait pas s'enfermer et se piéger dans une vie un peu horrible et difficile à tenir et qui nous coupe de beaucoup de choses, où on fait que sport, où la diète, ça devient vraiment un enfer, etc. Et donc, il a fallu que je trouve, que j'expérimente, que j'essaie de trouver un système qui permettait de pas souffrir de sa diète et de pas passer sa vie à la salle, tu vois. Et c'est comme ça que je suis arrivé au programme que j'ai appelé Zero to Hero et qui était qui est toujours basé sur 3 jours d'entraînement par semaine et des entraînements vraiment, c'est un hold-up, tu vois. On n'a pas envie de faire ceci, c'est du 80-20. Tu sais, j'ai beaucoup, mon esprit est habité par l'efficacité et le 80-20 que je trouve génial, donc la loi de Pareto. 20% du travail est censé nous apporter 80% du résultat. Et à la fin, aller grappiller les 20% qui restent, et ben, on commence à entrer dans les pros, dans les athlètes, les gens qui ils passent leur vie et sont rémunérés pour ça. Et la plupart des gens ont un métier, ont une vie, sont pas rémunérés pour être particulièrement musclés ou quoi. Donc c'est vrai que c'est comme ça qu'est né le programme Zero to Hero, qui est le best-seller de Raptor Coaching Pro. D'un autre côté, on a une autre offre qui est basée sur le poids de corps, pour tous ceux qui n'ont pas envie forcément d'aller s'entraîner à la salle, n'ont pas envie de devenir non plus balèze, mais juste ont envie de se construire un bon cardio et être en forme physiquement. Et Ouais, là, je me suis dit, mince. Parce que j'essaie toujours pour trouver un produit, parce qu'un produit est censé être une solution à un problème. Et les gens pensent beaucoup au produit, mais pas beaucoup au problème. Alors que c'est comme ça que ça marche, en fait. Il faut venir essayer de trouver la solution exacte qui correspond. Donc je me suis dit, il y a plein de gens, aller à la salle, ça demande de reprendre la voiture, tu sais, après une journée fatigante. Ça demande d'avoir des affaires propres, de change, de ceci, cela, les baskets. Et tu passes plus de temps finalement dans les vestiaires, dans l'échauffement, dans le fait de se changer, que dans ton entraînement. Donc j'ai voulu faire quelque chose à la maison, sans matériel, juste au poids de corps, qui te permet voilà, de te dépenser, de perdre un peu de gras, de te remodeler et d'être fier de toi. Parce que c'est ça aussi le sport, c'est des petites fiertés, des petites victoires consécutives qui te font du bien au moral, qui boostent ta physiologie et qui boostent ton mental. Et c'est comme ça que j'ai créé Raptor Bodyweight. Donc ça aussi, c'est un autre grand type de programme. Et puis pour tout le reste, c'est des programmes personnalisés. Et là, la personne, l'homme ou la femme va nous dire, bah, moi j'ai ça, 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 ça. Et là, ça se passe vraiment avec beaucoup plus de suivi, d'ajustement personnalisé, quoi. tout à fait. Et d'ailleurs, ça amène tu parlais du féminisme, donc on va un peu attaquer le féminisme, mais ce qui est intéressant à dire, c'est que non seulement il y a un travail sur le corps, sur le physique, mais il y a aussi l'enveloppe, on va dire, vestimentaire de look. Et tu as ce choix, ce goût, je trouve, de te présenter bien. Et ta génération, moi je suis, tu as la trentaine, fin de la trentaine? Non, j'ai 31 ans, ouais. 31 ans, début de la trentaine. Donc tu vois, tu es dans une génération, donc tu es encore plus jeune que Papacito, tu es dans Ouais. une génération qui malheureusement est un peu trop à la cool avec les fringues et la présentation d'elle-même. Et tu fais cet effort, et entre hommes, on se le dit, hein, c'est important, de présenter bien. Et les gens respectent une bonne présentation. Et d'ailleurs, le résultat, il est évident, c'est que, et ça m'amène à la deuxième chose que entre hommes on se respecte, c'est quand on a des jolies gonzesses. Et donc tu es un père de famille, tu es, je suppose, marié, en tout cas, tu es père de famille, ça on le voit sur Instagram. Et je pense que ton épouse en tout cas, il y a des photos qui circulent facilement, même sur ton Instagram, est très jolie. Et ça, c'est important, parce que un homme qui se veut, peut-être pas forcément dominant, mais qui se veut être un homme avec un grand H, il doit avoir une jolie femme. C'est obligé, parce que tu veux pas tu veux pas faire une famille avec un ton, parce que ça va faire très long, hein, surtout avec la longévité d'aujourd'hui. Et donc, ça m'amène justement à une constatation, c'est qu'en général, les hommes qui présentent bien, qui travaillent leur corps, en plus qui sont pas cons, qui sont intelligents, clairement, en général,
et qui sont pas féministes, qui sont pas des hommes soja féministes, Je en vois. général, ils se baladent avec des jolies filles. Or, le message du monde d'aujourd'hui, c'est qu'on te dit, il faut que tu sois lèche-cul avec les gonzesses, tu sois lèche-cul avec le féminisme, et peut-être là, tu auras une gonzesse. Mais non, pas du tout. C'est exactement l'inverse. Donc, comment, sans aller dans les détails évidemment privés, mais comment tu vois ça, comment le féminisme, en fait, a saccagé les relations hommes-femmes et comment on trouve une solution à ça? En fait, c'est très perfide parce que la mentalité féminine est un petit peu vicieuse. En fait, moi j'interprète ça comme des sortes de tests. Elles testent en permanence, comme, alors la comparaison, pardonne-la moi, mais un peu comme des enfants peuvent tester l'autorité des parents, les femmes vont tester le manche, la virilité de leurs hommes, à échelle de couple, mais à échelle civilisationnelle aussi. Et il y a un côté un petit peu vicieux dans nos esprits d'hommes parce que on se dit merde, au lieu de me dire exactement comme elle voudrait que je sois, elle est en train de m'orienter vers un gouffre d'hommes féminisés qui n'assume pas du tout sa virilité, sa masculinité. Et en fait, elle va me prôner quelque chose, mais elle va détester les résultats qui vont avec. Et quelque part, ce qu'elle attend, c'est que tu es la testo pour lui dire non, en fait. Parce que dans la vie, et pour être un bon chef d'entreprise, pour mener à bien des entreprises, des choses, il y a besoin de savoir aussi dire non et fixer des limites. Et c'est ça qui fait la masculinité d'un individu, qui fait aussi qu'on le respecte, parce qu'on sent qu'il a des convictions, tu vois. Elle ne veut pas que tu sois capable de te tordre dans tous les sens pour la satisfaire, au contraire. Et c'est assez vicieux parce qu'on a fait croire, avec le féminisme, on a fait croire aux femmes que c'est ce qu'elles recherchaient, mais il y a des indépassables biologiques qui font que non, en fait, elles vont rechercher plutôt un homme qui s'affirme, un homme qui va au contraire au combat, parce qu'aujourd'hui, le combat, la difficulté, elle n'est pas dans recracher ce qu'on attend de nous, recracher l'idéologie qui en fait veut nous voir démasculiniser, parce que aussi avoir une population d'hommes démasculinisés fait qu'on peut tout leur faire, très clairement, on peut les effrayer, les femmes leur commandent, on l'a vu pendant le Covid. Tu vois, moi je suis prêt à parier que toutes les personnes qui normalement étaient saines d'esprit, tous les hommes qui ont fini par comment capituler face à toutes les injonctions même plutôt du Covid, c'était parce que les femmes les dominaient chez eux. Je suis désolé de dire ça, c'est un peu Eh cru. oui. Mais je pense qu'il y a la femme qui était un peu effrayée, qui a dit, bon, écoute, maintenant tu fais ça, parce que non, sinon on doit partir en vacances, et puis ceci. Tu vois. Donc avoir une population complètement dévirilisée participe au fait de la soumettre totalement par son gouvernement. Je suis un petit peu parti sur les côtés là, Non, de ta mais question. Mais donc, certainement. pour revenir à ça, oui, je pense que, en fait, tu sais, c'est ce qu'on observe, je pense, aux États-Unis. On observe avec le retour de Trump, on observe les hommes, c'est très violent ce que je vais dire, mais je pense qu'on observe les hommes américains qui ont commencé à dire à leur gonzesse, ok, stop. Stop. Toutes les idées de merde, stop. Non, mais il y a eu un côté stop. On a essayé, à la fin, il y a des travelots ministre de la guerre, tu vois, ministre de la Défense, ministre de la Santé. C'est bizarre. Et on perd des centaines de millions d'euros, des milliards même, et c'est le travail du Dodge avec Elon Musk. On arrête. Et ça demande vraiment une prise de conscience des hommes que tout ce que les féministes, tout ce que les femmes, en fait, essayent de vous dire, de comment vous comporter, elles n'en ont aucune idée. C'est normal, tu vois, c'est normal, elles n'ont pas aucune idée de ce que c'est de se comporter comme un homme. C'est pour ça qu'il faut un père et une mère. Tu vois, tout Ouais. est cohérent hein, Eh à oui, la fin. bien sûr. Il faut pas se comporter comme elles le souhaitent, mais ce qu'on dit, c'est souvent, faut pas écouter ce qu'elles disent, faut regarder ce qu'elles font. Et on observe souvent des paradoxes. Alors, dans l'observation de ce qu'elles font, moi, je dis souvent, et je dis à mes gosses qui sont en train de devenir, pas qui sont grands maintenant, qui commencent à devenir grands, je dis, tu sais, aucune femme n'a jamais mouillé pour un mec qui est soumis à elle. Et si elle le fait, si elle l'est, c'est parce qu'en fait, elle pense à quelqu'un d'autre. Et donc, euh, et donc, effectivement, alors ça ne veut pas dire qu'on est vulgaire, ça ne veut pas dire qu'on est méchant, ça ne veut pas dire qu'on est brutal, on est d'accord. On peut être tout à fait respectueux, tout à fait en symbiose, on peut être tout à fait complémentaire, mais simplement, on ne se laisse pas marcher, et à un moment, on guide. On est le capitaine du bateau qu'est la famille. À un moment, alors, on peut prendre l'avis de l'équipage, et je pense que c'est plutôt bien, parce qu'il y a des sensibilités que les femmes ont que nous les hommes, n'avons pas. Nous, on est Tout un à peu, fait. un peu bourrin, on est un peu simple dans notre tête. Tout à En fait. revanche, on est solide. En revanche, quand on est fabriqué correctement,
éduqué correctement et bâti correctement, on est solide physiquement et surtout mentalement. On a aussi une boussole morale. Les femmes n'ont pas une boussole morale. Je veux dire, si le jour où c'est les Allemands qui occupent ton pays, elles vont coucher avec les Allemands. Le jour où c'est les Américains, elles vont coucher avec les Américains parce que c'est la protection qu'elles recherchent pour leurs gosses. Donc, nous, non. Nous, on ne peut pas coucher avec les Allemands et les Américains. C'est pas possible. Et eux, ils veulent pas, je crois. Non, et puis ils sont pas là pour ça. Ouais, donc il y a un côté viril. Et d'ailleurs, quand on est capable de ça, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit l'origine, quel que soit le peuple, y compris avec des gens ennemis, tout d'un coup, il y a un respect. Les guerriers se respectent entre eux, même s'ils sont ennemis. Tout à Et fait. donc, on peut faire la paix entre gens qui se respectent. Parce que si tu méprises le soumis en face, tu n'as pas envie de faire la paix avec lui, tu veux juste De j'allais dire remplacer. terminer, mais en fait, je le pense. Mais en Ouais, fait, ouais. le mec soumis, tu as juste envie de les crabouiller Oui, et qu'ils disparaissent, parce que c'est la honte. oui, il y a des tendances en nous qui sont extrêmement violentes, mais qu'il faut admettre. C'est que quand on voit de la faiblesse, parfois, on a envie de l'écraser. On a envie vraiment. C'est un peu le principe aussi du bizutage. C'est que des fois, tu as une envie de punir la faiblesse parce que peut-être que, évolutivement parlant, ça met en péril le groupe d'avoir des mecs complètement carpétisés, quoi. Donc, en effet, moi, c'est aussi un sujet qui m'a valu. Beaucoup de disputes, on va dire, c'est que je considère que quand on a des populations qui deviennent complètement soumis et victimes, c'est presque indécent d'en vouloir à des gens de vouloir les dominer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme tu le dis, si on veut être respecté, il faut être respectable. Et Mhm. il faut donner des signaux de respectabilité, de masculinité, de virilité. Et on perd complètement ça en Occident. Et ça explique en fait sa chute à laquelle on assiste de jour en jour. Parce que on a des populations qui viennent avec d'autres états d'esprit qui viennent avec d'autres aussi bases culturelles. Et ça en fait pas partie. Vraiment, la soumission totale, le fait de s'écraser devant les meufs, d'essayer de dire des choses, parce que c'est une mauvaise stratégie en fait. Les hommes se sont complètement dévirilisés et sont devenus des tapis, quoi. Dans l'espoir de plaire, d'attirer l'attention de la gente féminine qui est devenue très très bavarde et qui parle très fort et et qui donne beaucoup d'ordre. Et donc là-dessus, il y avait deux réactions possibles, c'est-à-dire dire stop. Et là, on commence à entrer dans l'engrenage où on est taxé d'extrême droite, de viriliste, de masculiniste, je ne sais quoi, de toxique, de macho, de misogyne. Et donc, on subit, en fait, on va à rebours de la société. Et puis, la deuxième option, c'était de s'y soumettre, de dire tout ce qu'elles veulent, de dire exactement ce qu'elles attendent. Et à la fin, on obtient des populations qui vont pas. Et c'est vrai que j'avais fait un tweet où j'avais expliqué que pour moi, c'est vraiment fondamental. Et c'est pas que je fais une obsession ou une fixette, tu vois, sur les femmes. C'est que c'est fondamental de remasculiniser les hommes parce que on a des psychologies qui sont construites vraiment de manière différente. Elles sont conduites par notre physiologie. D'ailleurs, tous les mecs qui s'injectent de la testo deviennent, tu vois, deviennent très agressifs, très fous. La testostérone, c'est étudié, et je crois que les hommes en produisent au moins 10 fois plus, pour être cette hormone de la conquête, de la prise de risque, etc. Donc déjà par la biologie, on a des psychologies différentes, mais également par notre expérience de vie, où je disais que les femmes n'ont pas la même expérience de la confrontation. Parce que il ne vient pas à l'esprit. Alors bon, évidemment, on va nous prendre les enfants de moins de 6 ans, tu sais. Mais dans l'adolescence et au-delà, il ne vient pas à l'esprit d'une femme de régler un conflit par la bagarre, la plupart du temps. Sauf les nouvelles racailles qu'on voit, et encore. Euh, Ouais. donc, elles ont d'autres techniques de manipulation ou alors de soumission. Et je disais, s'il y a un cambriolage demain et qu'une femme est seule, son réflexe, ça va pas être de penser à quatre stratégies. Un homme, ça va être de penser, tiens, je peux l'assommer, faut que j'attende pour ceci, l'étrangler. Une femme, ça va être supplier, ouais, ou un flingue. On n'est pas dans le même pays. Oui, c'est sûr. Une femme, ça va être de le supplier d'arrêter ou de prendre tout et partir ou tu vois, ou d'appeler un homme à l'aide. Voilà. La Euh, police. les féministes, elles sont marrantes parce que à la fin de la journée, quand tu lui dis, elle te dit un truc, tu lui dis non, je suis pas d'accord. La plupart du temps, les confrontations finissent par la violence. Donc elles, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont appeler la police.
Et Ouais. quand la police débarque, elles attendent pas que ce soit des petites mannequins de 45 kilos. Elles attendent que ce soit des Sinon, Tchads. elles se font voler leurs armes, les Et fliquettes. oui, exactement. Elles Et attendent qu'il le... y ait des hommes qui s'entraînent très dur, qui viennent faire preuve de violence. Tu vois, les féministes pacifistes, en fait, elles veulent qu'il y ait des hommes qui s'entraînent, qui fassent preuve de violence pour te prouver que tu as tort. Tu vois. Oui, oui, et puis les femmes fortes et indépendantes vont quand même voir des juges et l'État lorsqu'elles veulent divorcer et qu'elles veulent piquer ton pognon. Tout à fait. Donc, de manière générale, je ne prends pas de cas particulier. Moi, ça se passe très bien, mon divorce. C'est tout cool. Mais, enfin, il y a quand même un juge. En tout cas, effectivement, ce féminisme n'a qu'une seule solution, c'est de dire non, d'être un homme fort et de dire, mais moi, non. Alors, dans l'expérience que tu, dans tes observations, moi, en tout cas, j'ai remarqué deux types de femmes en général. Ce sont les femmes qui sont fondamentalement des femmes dans leur nature profonde et dans leur mental et qui font semblant d'être un peu féministes. Et donc, dès qu'elles trouvent un homme qui leur dit non, mais attends, ça va pas se passer comme ça, je te réexplique les règles, elles se remettent dans le moule correct qui est celui qui les rend heureuses en réalité. C'est pas toujours facile, faut bien choisir, faut pas tomber sur un vrai connard, c'est vrai. Mais tu retombes dans le moule et tu dis, ouais, finalement, avoir des gosses, puis des petits-enfants, c'est quand même mieux que finir mangé par son chat dans un appartement urbain merdique à 80 ans après 40 ans de solitude. Mais il y a aussi des femmes qui ont été tellement manipulées et éduquées par ce féminisme combatif. Là, j'en connais une. Et même quand elles rencontrent un homme fort, eh ben, elle continue à l'attaquer, à le vouloir, le dominer. Et quand tu tombes sur un mec qui plie, eh ben, on tombe dans le schéma classique que tu as décrit. Et quand tu tombes sur un mec qui se laisse pas dominer, putain, t'es dans un pugilat combattant et l'homme a besoin, après une dure journée de travail, là où il est allé chasser la gazelle ou le salaire, ou qu'il essaie de monter du business, etc. Quand il rentre à la maison et au lieu de trouver la douceur, la beauté, la féminité qui l'accueille et qui trouve une famille heureuse, dans une maison rangée, propre, dans lequel il peut se relaxer un petit moment de cette combativité quotidienne. Non, là, il trouve une harpie qui va lui casser les couilles tous les jours et qui va l'emmerder. Alors, et si toi, tu es fort et que tu dis non, mais non, bon, sexuellement, ça va peut-être fonctionner, mais t'as pas ce moment de repos. Et j'ai l'impression que chez nous autres, hommes virils, je me mets dans cette catégorie automatiquement, mais toi aussi, si on tombe sur une nana qui est trop casse-couille féministe profondément et qui ne se met pas dans ce moule féminin, putain, on est en combat la journée et on est en combat après. Et ça, c'est quand même difficile dans le monde moderne. En fait, on cherche de la polarité. Et cette polarité, elle est difficile comment? On peut difficilement y prétendre dans le monde actuel parce que, bah, pour des raisons économiques, on a souvent besoin de deux salaires. Et donc, la femme va venir, aller travailler, va revenir aussi avec ses problèmes. Le mec va aller travailler, va revenir avec ses problèmes. On n'a pas ce climat de paix qui, c'est vrai, est recherché. En fait, quand on peut subvenir aux besoins de toute la famille, c'est-à-dire qu'on fournit un travail qui est conséquent. Et en effet, on a suffisamment de stress, d'embrouilles, de problèmes à gérer pour que quand on vienne, ce soit notre havre de paix et que on soit... En fait, les femmes ont ce super pouvoir aussi d'avoir ce healing effect, c'est-à-dire de soigner l'esprit, les âmes, de prendre soin et de nous permettre, de nous donner la motivation également de recommencer. Parce qu'à la fin, on ne travaille pas uniquement pour avoir de l'argent ou pour avoir ceci, cela. On travaille parce qu'on a envie de protéger finalement. On a envie de donner des superbes conditions de vie à notre femme et à nos enfants. Donc en fait, on est l'esclave hein, finalement. On fait ça pour eux. On fait ça pour eux, pour leur Tu as assurer un raison. avenir, pour leur enlever toute source de stress, tu vois, liées à des anxiétés. Il y a beaucoup de femmes qui sont très anxieuses par nature, et donc elles ont des anxiétés sur le futur, sur est-ce qu'on aura les moyens de ceci, cela. Et si on peut les délivrer de ce stress-là, eh bien, c'est une super nouvelle. Et c'est vrai qu'en échange, on attend d'être délivré du stress quand on rentre à la maison. Mais c'est sûr que En fait, ça, c'est mon interprétation, mais j'ai l'impression que dans le système capitaliste, c'est pas pour faire de la critique communiste, hein, mais dans le système capitaliste, on a valorisé tel ou tel trait de caractère, trait de personnalité qui permet
d'aller se hisser dans le American Dream, dans, tu vois, d'aller chercher de plus en plus de richesses, de ceci, cela. Et ces valeurs, elles sont quand même profondément masculines. C'est des valeurs de conquête, c'est des valeurs de sacrifice, c'est des valeurs de stress. On nous parle des PDG, des grandes boîtes du CAC 40 qui sont en majorité des hommes, parce que c'est en majorité des hommes qui sont capables de faire des sacrifices de leur vie, premièrement, parce que il faut être pas si égoïste que ça finalement, de leur famille, de tout ça. Et donc j'essaie de reprendre le fil. Je disais que le capitalisme valorise toutes ces qualités-là, et le féminisme est arrivé et a dit, mais en fait, toutes ces qualités-là, c'est injuste, les femmes en sont autant capables. Si le capitalisme valorisait et apportait de la richesse à des qualités plus féminines, tu vois, bon, ça ne peut pas fonctionner comme ça, mais il n'y aurait pas eu ce discours-là. Donc en fait, le féminisme est venu et a dit, bah en fait, le capitalisme c'est de la merde parce que ça valorise le fait de vouloir, d'avoir les crocs, de vouloir aller à la conquête, de faire des sacrifices, et maintenant les femmes, va falloir vous y plier. Donc le féminisme a été un énorme outil au service du capitalisme, et ça a Bien sûr. dénaturé les femmes, ça les a rendues, je pense, malheureuses. Encore une fois, ça veut pas dire que toutes les femmes sont malheureuses, mais globalement, je pense qu'il y a ça. Ça se ressent aussi sur la natalité, etc. Parce qu'on a dit, ces qualités-là, c'est super. Vous les avez pas ou pas trop. Ça veut dire qu'il y a une injustice, il y a eu une spoliation du patriarcat, et toutes vos qualités féminines, c'est de la merde. Et puis de toute façon, ça n'existe pas les qualités féminines, tu vois. Donc c'est horrible. Non, non, et ajoutons, parce qu'il faut aussi dire et il faut dire des bonnes choses sur ce que les femmes nous apportent. Tu parlais tout à l'heure de l'homme qui a envie de rentrer chez soi. Si nous étions seuls, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit avec les jeunes étudiants, les gens qui sont un peu célibataires, en fait, nous, en réalité, on n'a pas besoin de grand-chose. Je veux dire, tu as un matelas par terre, euh, je sais pas, des toilettes vaguement salubres, un Ouais. flingue, puis un pantalon, deux t-shirts, et c'est parti, quoi. On n'a pas besoin de vraiment plus. Et la femme nous donne à la fois l'envie de conquérir le monde pour la conquérir elle, bien sûr, parce que elles sont quand même un petit peu intéressées par du confort, le confort de vie que tu peux leur offrir. Parce qu'il ne faut pas déconner, un mec avec un joli corps, une jolie gueule, un peu viril, c'est bien, mais il faut quand même qu'il ramène des trucs, parce qu'elle, elle doit elle doit faire des enfants, et elle veut pas être sur un matelas avec, avec des chiottes à peu près salubres, et elle veut une pièce, des coussins sur le lit, beaucoup de coussins sur le lit, peut-être un canapé, une chambre pour le petit ou la petite, et puis les... Tu vois, donc forcément qu'elle va... On dit toujours les femmes cherchent l'argent. Non, elles cherchent un cadre de vie qui les fait rêver et qui les projette dans l'avenir, parce que sinon elles ne se projettent pas dans l'avenir. C'est pourquoi elles ont besoin d'un homme pour ça. Et nous, on a besoin d'une femme qui nous pousse. Alors, il y a des exceptions. Je pense que toi, comme moi, en fait, on a une part féminine. Ça n'a pas l'air parce qu'on a cette approche virile, mais on a aussi une part féminine importante. Et c'est quelque chose qui existe chez les hommes. Parce que, voilà, moi, comme toi, j'aime bien avoir une bonne décoration. J'ai un peu passé sur les fringues à mon âge, mais clairement, je veux un cadre de vie propre, décoré, bien, avec des objets qui me rappellent des choses de qualité, cher. Putain, il y a plus d'un mois de salaire dans ce vase. Et donc, tu vois, j'essaye d'avoir un environnement qui plaît aussi. Mais c'est parce que aussi j'ai été entouré de femmes, en commençant par ma mère il y a longtemps, mais aussi avec une épouse et des petites amies avant et après et pendant, qui sont, c'est pas bien pendant, et qui donnent en fait cette envie de se développer autrement que par être le bourrin que nous sommes fondamentalement, aller chasser, se défendre, rigoler avec les copains, montrer qu'on a de la compétence, puis ouais, éventuellement soulever un peu de fonte pour être bien, quoi, mais et faire du cardio si on, voilà, ou nager, mon cas c'était la natation. Mais voilà, et on a besoin des femmes pour qu'on se développe un peu. Et en plus, elles nous donnent des enfants qui sont la joie et le bonheur. Tu le sais, tu es un papa. Les enfants nous apportent la joie et le bonheur et peut-être même un petit rêve d'immortalité via eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas parce que nous, on ne les porte pas dans notre ventre, les enfants. La femme, elle sait que c'est les siens, elle sait que c'est une part d'elle. Nous, on a besoin on a besoin de les voir grandir, on a besoin qu'ils nous ressemblent, on a besoin que. Enfin, tu vois. Il a Oui, l'air très sympa, ton petit, d'ailleurs. Il a- oui, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un bonheur.
Aujourd'hui, on voit les enfants que par le prisme du coût économique que ça peut représenter, ou par les emmerdes, je mets des guillemets, hein, ou parce que ça va t'empêcher de prendre des vacances, je sais pas quoi. Je dis pas que c'est un, tu vois, je dis pas que il y a aucune difficulté, que c'est une balade de santé d'avoir des enfants. Au contraire, surtout quand tu veux bien t'en occuper, parce que tu tu t'estimes, donc tu les estimes et tu veux leur donner le plus de chances possible, ce qui signifie que tu vas devoir passer du temps à faire en sorte que ça ne devienne pas des cassos en gros, et puis à ce qu'ils aient une éducation quand même, qu'ils arrivent à se débrouiller dans la vie. Et oui, aujourd'hui, c'est assez triste. Et d'ailleurs, la vision économique de ce sorte de calvaire économique, finalement, c'est marrant parce qu'en France, elle est partagée uniquement par les actifs, tu sais. C'est-à-dire que moins une famille a de travail et plus elle fait d'enfants, tu sais. Et donc, il y a une vraie paranoïa. Encore une fois, cette paranoïa, elle est amenée par les femmes, mais parce que les hommes n'ont plus leur rôle de les rassurer. C'est-à-dire que les femmes sont un peu livrées à elles-mêmes et puis elles sont terrifiées par le fait d'avoir des enfants, que ça gâche leur vie, entre guillemets, encore une fois, que ça les empêche Mhm. de faire des sorties, que ça, tu vois. Et parce que ce que je dis souvent, et encore une fois, c'est un peu violent, mais quand il y a des mecs qui me disent, ouais, j'ai parlé à ma copine, elle sait pas pour les enfants, je leur dis si elle était, c'est violent ce que je veux dire, mais si elle se retrouvait avec Drake, tu sais, le rappeur ou une autre figure extrêmement connue, Mhm. extrêmement riche, et qui avait une relation sexuelle dans les toilettes d'une boîte, en fait, elle se retournerait à la capote, tu vois ce que je veux dire? Parce que d'un coup, elle voudrait avoir plein d'enfants. Parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir avoir une sécurité financière derrière, que c'est le fils d'une célébrité. C'est une image, hein, ce que je dis. Mais quand on voit des sociétés où les femmes ne souhaitent plus avoir d'enfants, c'est pas forcément utile de pointer le doigt sur les femmes. Faut regarder en fait ce que les hommes leur proposent. Et je pense que les hommes aujourd'hui leur proposent pas grand-chose et pas des conditions qui les rendent sereines. Évidemment, il y a une grande part aussi économique là-dedans et le gouvernement qui ponctionne à gogo les travailleurs y est pour quelque chose. Tu, euh, il faudrait ajouter un autre facteur, je crois. Ce que tu dis est très vrai et c'est l'essentiel de la motivation euh, de l'envie de se reproduire, hein. C'est qu'en général, si elle veut pas, c'est que t'es pas assez bien. D'ailleurs, je prétends que le divorce, pardon, l'avortement, qui a été voulu par les femmes et qui ne disparaîtra jamais tant que les femmes ont un droit de vote quelconque, l'avortement est en fait la punition ultime pour le loser. C'est-à-dire que aucune femme n'a jamais avorté d'un mec ultra haut de gamme. Ça n'existe pas. Elle Terrible. avorte d'un mec où elles se disent merde, parce qu'elles se trompent comme tout le monde. Et elles se disent merde, je suis tombée enceinte d'un type qui est pas assez haut, où je pense pouvoir faire mieux, ou parce que le côté c'est pas le bon moment, on n'a pas les moyens, tout ça c'est bullshit. La réalité Mhm. c'est que le mec n'est pas assez bon, Non, donc j'avorte. Et c'est en fait et c'est moins compliqué que dire non. Tu vois, ça demande moins de. Tu as quand même eu ton petit coup vite fait dans les chiottes ou ailleurs. Et là, tu dis, ah là, merde, j'aurais pas dû. Le mec m'a dit qu'il était très riche, mais en fait, sa BMW, elle est en leasing, tu vois. ouais. En fait, ça s'appelle une grossesse indésirée. C'est ça. C'est surtout parce que le mec est indésirable, en fait. Ouais. Et c'est pour ça Et- que je disais, en fait, il n'y a que l'homme qui a. Pas tous, mais en fait, la probité morale et éthique, ah, je veux dire, on est prêt à tuer parce que c'était pas assez bien, tu vois. Hmm, hmm. Oui, bah, ça fait appel, si je comprends bien ce que tu dis, ça fait appel aussi au concept de responsabilité individuelle. Euh, c'est quand même un concept qui est proprement masculin. Ouais. Je sais pas, une meuf qui va faire un accident de voiture, elle va expliquer que l'arbre était en plein milieu du chemin. Ouais, nous on va tuer, on peut tuer un mec ou se faire tuer par un mec qui nous a fait une coup de poisson, à qui tu lui as fait le doigt, et ensuite qui s'est arrêté, il est sorti, il a tapé ton capot, tu es sorti de la bagnole, tu te frappes, puis il y en a un qui meurt, c'est possible. Les femmes font jamais ça. Donc, dans la genre connerie et manque de responsabilité, les hommes aussi, on Oui, est lourdingue. parce que en réalité, l'expression masculinité toxique, elle est utilisée à tort et à travers, comme facho, comme ce que tu veux, mais elle a des réalités. Elle a des réalités. Il y a des moments où il y a de la fierté mal placée
Et d'ailleurs, la conquête de la masculinité, je pense que ça passe aussi par la sagesse. C'est donné par les années, par un peu de zen, tu vois, et de contrôle. Plutôt, Ouais. c'est dans le contrôle. Tu vois, la masculinité, ça peut être dans le contrôle du monde qu'on essaye de conquérir, mais aussi dans le contrôle de soi-même. Et évidemment, il y a un caractère extrêmement toxique à avoir même des roid rage, tu vois, quand on s'injecte trop de testo ou je sais pas quoi, des roid rage où on se contrôle plus. Tout ce qui est perte de contrôle est toxique. Donc, Et d'ailleurs, est très détesté par les femmes. Parce qu'on dit toujours, par exemple, il y a l'hybristophilie qui est que enfin, un certain nombre de femmes aiment tellement les hommes capables de violence. Évidemment, c'est moins sympa quand la violence elle se retourne vers elles, mais elles aiment la capacité de la violence parce que c'est une preuve d'une capacité à les défendre. Mais quand elle est incontrôlée, c'est aussi le mythe Hercule qui tue sa femme et ses enfants, hein. Les Grecs, ils avaient tout couvert, hein, ils avaient toutes les options psychologiques, ils les ont mises dans leur mythologie. Ça, évidemment, ça va pas. Parce que celui qui devient fou furieux, là, il déplaît aux femmes. Parce que il pourrait tuer elle et ses gosses. Et la femme réfléchit elle, de manière solipsistique, c'est un terme, ça existe ce mot, qui en fait qu'elle pense, elle voit l'univers en référence à ce qui est bon pour elle et ses enfants. Et c'est vachement bien que ce soit comme ça. Nous, on est capable justement d'éthique, de morale, parce qu'on est capable de se sacrifier pour des idées, pour des trucs. Certaines femmes aussi, mais c'est rare. Parce que nous, on est capable de se projeter d'une autre manière. On ne porte pas d'enfants. Les enfants, si c'est pas nous qui les protégeons, ce sera notre frère, notre cousin, notre tribu en général, peut-être notre peuple. Et donc, on est capable de se projeter un petit peu, parce qu'on va mourir à la chasse, donc on dit à notre frère, pendant on a été empalé par la corne d'un rhinocéros joufflu de la savane, on va dire à notre frère, pendant qu'on est en train de crever, occupe-toi de mes enfants. Et lui, il dit, bah, évidemment que je vais m'occuper de tes enfants, parce qu'ils vont protéger les miens, c'est des cousins. Et la femme, elle dit, non, 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 attends, c'est mes enfants, je vais m'en occuper, parce qu'elle sait que si elle est plus là, une autre femme qui viendra coucher avec le chef de la tribu qui était son mari, qui était son homme, elle risque de dire, ouais, mais les gosses de la femme d'avant, ils commencent à me casser les couilles. Je vais les enterrer dans une fourmilière en douce. Je vais les jeter d'une falaise. Ah, c'est un accident, morsure de vipère. Et je vais faire des gosses moi, et c'est eux qui vont, tu vois. C'est vachement comme tu disais, il y a un côté plus subtil chez les femmes que chez les hommes. À oui, la base. ce que tu dis est très vrai, c'est compréhensible. Tu vois que la maman s'attache à ses enfants et que s'il y a une autre mère qui arrive, c'est souvent ça d'ailleurs dans les familles recomposées. J'ai pas grand-chose à ajouter à part que c'est en devenant père aussi qu'on se rend compte que heureusement qu'il y a un papa et une maman. Parce qu'il y a vraiment une complémentarité à la fois dans les rôles, mais à la fois aussi dans l'éducation, dans la patience. Heureusement qu'il y a des mères parce que, tu vois, avoir deux papas, je pense que c'est pas une bénédiction du tout et ça marche pas en fait. En général, quand tu as deux papas, c'est que tu as deux mamans. C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire qu'en fait, tu penses? il faut qu'il y ait un homme, il faut qu'il y ait quelqu'un de viril, et c'est mieux que ce soit un homme, et il faut qu'il y ait quelqu'un doux et féminin, et il vaut mieux que ce soit une femme. Alors moi, parce que quand tu as deux femmes, tu as tendance quand même à être avec deux personnes très viriles, Ouais, tu comme penses? maman. Quand tu as deux mamans, c'est mon expérience de voir les femmes ensemble Ouais. de ce que je connais, j'en connais quelques-unes, elles sont quand même les deux vachement viriles. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce qu'elles sont viriles mentalement et physiquement, mais pas sexuellement. De ce que je connais, les couples de femmes n'ont pas de sexualité très vite. Ah ouais. Les couples d'hommes, en revanche, là, c'est la boucherie quotidienne, je veux dire ça. Euh, Bah, parce que tu travailles enfin, enfin, voilà, t'es un mec, quoi, t'as de la ouais. testostérone, même Mais si t'es homosexuel, et je connais des mecs très virils et homosexuels, je veux pas savoir ce qui se passe hein, dans leurs quatre murs, parce que, waouh, bah, moi, je suis un homme, putain, enfin, on est des hommes, on a envie de baiser. Le seul moment où on pense pas à baiser, c'est juste après avoir baisé, quoi. Mais, mais, euh, mais en fait, on a tout le temps envie de baiser. Et moi, un peu moins, j'avoue à partir de la cinquantaine, on sent que ça baisse un tout petit peu, ouais. hein. Plus que 3 fois par jour, ça devient difficile. Mais en revanche, quand tu as des hommes ensemble, avec les enfants,
Dans le meilleur des cas, je ne vais pas parler du pire des cas parce que voilà, mais dans le meilleur des cas, tu as tendance à être un peu trop mère. Ouais. Et justement, tu le dis, c'est fondamental d'avoir cette approche. Moi, j'ai presque fait l'erreur. Pendant 10 ans, je suis resté à la maison pour écrire mes bouquins et m'occuper de mes enfants parce que je trouvais qu'un peu la maison, c'était un peu le bordel et que moi, j'aime bien l'ordre. Moi, je suis un Italien bizarre. Je suis carré, j'aime l'ordre, j'aime que ce soit propre, j'aime que ce soit organisé. Enfin, propre, ça va, mais j'aime bien que ce soit organisé, que tout fonctionne, etc. Et donc, quand je rentrais à la maison de mes voyages d'affaires à travers le monde, etc., et que je voyais le bordel, je me disais, non, c'est pas possible. Donc, les enfants, donc je me suis occupé de la maison, pardon, des enfants. Et quand tu es petit, alors je me suis éclaté, c'était génial, etc. Mais en fait, quand tu es petit, les enfants, ils ont besoin d'une femme. Alors, quand ta femme est très dure et plutôt, tu sais, les Suisses, elle est plutôt un peu masculine d'un point de vue psychologique, pas physique, heureusement. Et en fait, moi, j'ai des gosses, ils ont fait le service militaire entre l'âge de 2, parce qu'à moins de 2 ans, c'est pas possible, mais entre 2 ans et 10 ans, ils étaient à l'armée, les gosses. Ils avaient un père très, très organisé, très martial, et ils avaient une mère très martiale. Pas organisée, mais très martiale aussi. Et en fait, quand ils sont petits, c'est plutôt le monde de la mère, je trouve, qui est mieux. À partir de 7 8 ans, il faut les transformer en soldats, quoi. C'est pas possible, parce que faut leur Ah, apprendre la vie, quoi. toi, t'as eu que des garçons? J'ai 2 garçons, 2 filles. Enfin, mélangés, D'accord. mais un garçon, 2 filles et un garçon. D'accord, parce que j'allais te dire peut-être que c'est différent avec les filles, C'est différent. mais c'est vrai que oui, oui, c'est vrai qu'il y a besoin d'une. En fait, déjà dans les tout premiers mois, tu vois, ça, et c'est un indépassable. Il y a besoin d'une certaine patience qui peut être assurée que par la maman, tu vois. Et à un moment, à force de cris, ton cerveau, il pète un câble, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis, heureusement tu vois, il y a des mamans, elles peuvent s'occuper de ça. Elles ont vraiment une patience extraordinaire et, tu vois, elles sont capables d'accepter longtemps des manques de sommeil. D'ailleurs, je crois que hormonalement, il y a quelque chose qui se déclenche spécialement après l'accouchement pour permettre les nuits très courtes, etc., etc. Mais oui, non, j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est vrai que moi, dans l'éducation de mon fils, je travaille aussi à la maison. Donc on est assez proche de lui. Et tu vois, à la différence de beaucoup de familles, et c'est dommage, c'est que nous, on a envie de faire tout avec lui, tu vois. On a envie de partir en vacances avec lui, de le faire découvrir, lui présenter des expériences. On ne serait pas bien, tu vois, à se dire, bah tiens, on le laisse aux grands-parents ou je sais pas quoi. On a vraiment envie de vivre avec lui. Alors c'est compliqué dans les premières années, mais après ça devient un réel plaisir, tu vois, quand il y a plus Ouais, ouais, ouais. quand il y a plus des pleurs pour rien, quand il y a plus ceci, cela. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui se perd pas mal parce que l'enfant a vraiment, vraiment été, à force de matraquage psychologique, est vraiment vu comme un obstacle, un boulet, quoi. Et c'est terrible, je trouve ça vraiment terrible. Après, il faut lui pourrir la vie en lui faisant des petits frères et des petites sœurs. Ouais. Parce que, parce que les enfants détestent ça, en fait. Ah Et oui? ça leur apprend la vie en communauté. Ah bah, ils détestent. Attends, avant, ils ont 2 parents rien que pour eux. Tu leur amènes un deuxième, un troisième, un quatrième. Au bout Faut d'un voilà, partager, quoi. les gosses, alors au bout d'un moment, ils sont habitués. Ils se disent, bon, il se faut une raison. Mais moi, l'aîné, une des premières choses qu'il m'a dit, il dit, bon, c'est très bien d'avoir une petite sœur, mais quand est-ce qu'on la jette à la poubelle? Et au bout de 3 semaines, quoi. Il a très vite arrivé, il avait 2 ans, hein. Il a tout de suite compris que c'était de la concurrence, du temps dans le temps et dans l'affection et dans l'activité. Mais après, voilà, après, c'est génial qu'ils puissent. Ils sont à la fois en concurrence, mais ils sont aussi en priorité parce que, tu vois, on a tout. Je sais pas si toi, tu as des frères et sœurs. J'ai deux grandes sœurs, ouais. Deux grandes sœurs, bah, je suis sûr qu'elles étaient protectrices. Elles te protégeaient Oui, oui, oui. aussi. Elles te faisaient Ouais. peut-être un peu. Elles t'embêtaient aussi, mais Me donner c'est. des ordres. Oui, bah, tu vois comme on sait aussi dans la culture, le grand frère, c'est pas par hasard qu'on va lui demander de la protection et ça peut être excessif, ça peut être chiant, ça dépend des cultures, mais c'est fondamental d'avoir, enfin, si c'est pas ton grand frère personnellement, c'est un cousin ou on a besoin de ça. On a besoin, surtout quand on est petit, d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter s'il y a des embrouilles. Parce qu'il y a Mm. toujours des embrouilles, surtout nous les garçons, on va les chercher les embrouilles ou ils viennent les chercher chez nous. Donc il y a besoin de ça. Et on apprend subtilement aussi à se détacher de la mère surtout, mais du père. Et c'est important parce que le père,
on le voit tous, je pense que tu le vois aussi avec un petit garçon, et tu le remarqueras en grandissant, que la mère, elle va vouloir vraiment protéger le gamin trop longtemps. Et le père, doit dire, non, non, mais attends, il est assez grand pour aller à l'école tout seul. Il est assez grand pour résoudre les problèmes de camarades de classe qui l'embêtent tout seul. Et toi, la mère va lui dire, non, mais tu sais, la violence ne résout rien, sois gentil avec tes camarades. Moi, je vais voir le gamin, je lui dis, bon, tu sais quoi, tu lui pètes la gueule. Et ensuite, tu es convoqué chez la directrice, il dit, votre fils a pété la gueule à Rachid, je sais pas quoi, comme, enfin, bref, Sven. Et toi, tu arrives et tu lui dis, bah oui, c'est moi qui lui dis. Il dit, oui, il nous a dit que c'est vous qui lui avez dit. Et moi, je lui dis, Rachid, il est vivant. Oui, il est vivant. Bon, bah, alors pourquoi vous me convoquez? Je veux dire, tout va bien. Ouais. Je suis sûr que les parents de machin, ils vont être contents, quoi. Il n'y a pas de problème. Je dis, on s'arrange, on va boire un verre, enfin, ou manger un méchoui. On s'arrange. Et puis à la fin, c'est des potes. D'ailleurs, c'est des potes. Et, euh, et voilà, c'est comme ça. Parce que si tu dis aux enfants, il n'y a pas de violence, de truc, soit t'en fais des homosexuels, soit ils se suicident, et ensuite, il y a une cellule psychologique qui s'occupe du survivant. C'est pas possible. C'est pour ça que je te dis que c'est très important. Ça aurait été bateau il y a 15 ans hein, de dire ça, mais c'est très important d'avoir un papa et une maman. Et en effet, bah, les femmes aussi vont appliquer leur psychologie féminine à la résolution des conflits, c'est-à-dire à l'évitation, l'esquive absolue de la solution. De rapport de force direct, quoi. Ouais, Et le problème, c'est que en tout cas pour ce qui est des garçons, les garçons se construisent dans la confrontation, se construisent dans le courage d'aller porter ses idées, parce qu'en fait, des bagarres, finalement, c'est des débats politiques qui finissent mal, tu vois. Et donc, enfin, ils ont besoin de ne pas se comment, de ne pas se courber, de ne pas se dévaloriser, parce que ça, c'est un problème aussi, tu vois, c'est le rapport à la honte dans une société, et les gens se rendent pas compte que finalement, quand tu accumules des petites hontes de toi-même, c'est ça l'état dépressif final d'un homme, tu vois. C'est à force de soumission, il sait qu'il vaut pas grand-chose, et ça le détruit. Et ça le détruit. Et donc, ouais, c'est un cycle vicieux, parce qu'ensuite, les femmes vont le soumettre encore plus, et il va encore plus se détruire, etc. Donc les petits garçons ont besoin d'être rassurés et d'être encouragés à ne pas se laisser faire, à aller, pas gratuitement, mais en fait à aller rendre justice, à aller à l'affrontement pour défendre, pour se défendre eux-mêmes et à ne surtout pas se laisser faire par les intimidations, etc. Et sinon, si tu leur appliques une stratégie de aller dire à la maîtresse, ne surtout pas engranger de bagarre, etc., ils vont construire petit à petit, comme j'ai dit, une déception interne et puis surtout, ils vont se dire, merde, je suis incapable de rien faire, j'ai toujours besoin d'une autorité supplémentaire. Ah, ça tombe bien, il y a un État obèse qui me propose, contre 95% de ce que je rapporte, d'assurer ma protection parce que moi, j'en suis incapable. Et c'est des mentalités qui, à la fin, nous mènent toujours ce gouvernement qui en tire les marrons du feu, quoi. Alors, on va parler de l'État communiste dans lequel tu es prisonnier, Ouais. mais avant ça, tu as dit quelque chose d'intéressant par rapport à la honte. Alors, j'en parle dans mon prochain livre, mais il y a, semblerait-il, trois grandes catégories de culture liées aux relations sociales qui sont, il n'y a pas que ça, mais qui sont basées sur soit, alors c'est plutôt des sociétés un peu primitives. C'est souvent la tribu, les sociétés un peu villageoises qu'on retrouve encore en Amérique latine, en Afrique, etc., qui sont, c'est pas une connotation négative hein, quand je dis primitive, qui sont des sociétés qui sont basées sur le prestige et la violence. C'est-à-dire que tu respectes celui qui a du prestige, qui a beaucoup de trucs clinquants, du bling-bling, et qui est capable de te péter la gueule. Donc forcément, tu te soumets un petit peu au mec qui a du prestige, etc. Tu as d'autres types de sociétés qui sont par exemple celles du bassin méditerranéen, nord et sud, hein. Le Moyen-Orient, l'Asie, la Chine, qui sont des sociétés basées sur la culpabilité. C'est-à-dire quand tu veux... Non, pardon, sur la honte. Quand tu veux prendre le dessus sur quelqu'un, alors bien sûr qu'il y a la violence, bien sûr, mais en fait tu fais honte. Et c'est la mère en général et d'ailleurs, dans les sociétés primitives, la mère, elle fracasse la gueule aux petits, hein, aux enfants. Il faut voir, en Afrique, dans le monde africain, c'est la mère qui frappe les gosses, en plus du père. Mais dans le monde, par exemple, dans le bassin méditerranéen, que toi et moi connaissons, puisqu'on en vient, c'est plutôt, mais t'as pas honte de faire ça, c'est péché.
Et on retrouve ça dans la culture juive, on retrouve ça, je crois, dans la culture musulmane, dans la culture catholique romaine. En Asie aussi, c'est là, tu fais honte à tes ancêtres, tu fais honte à ta famille, etc. si tu fais une connerie. Et c'est un système de cadrage social. Et puis, il y a une troisième type qui est la culture de la culpabilité, qu'on retrouve au Japon, étonnamment, et qu'on retrouve dans le monde, voilà, au nord des Pyrénées, au nord des Alpes, peut-être au nord de l'Italie, etc. Où là, c'est genre, c'est pas, t'as pas honte, c'est pas bien. Tu, tu, tu portes en toi un péché. Tes ancêtres ont fait du mal à une petite communauté qui a beaucoup souffert. Enfin, tu crées de la culpabilité. Et cette culpabilité, t'as tendance à ensuite, et c'est très dans le monde protestant, et encore une fois, étonnamment dans le monde japonais, de ce que je lis, je connais mal le Japon, j'ai jamais été. Bref, et donc tu as ces trois types de sociétés où les rôles sont... Alors là, en revanche, tu n'as pas besoin de frapper les gosses, hein, parce que tu lui dis, ah, tu portes en toi le mal. Et donc, le monde anglo-saxon nous amène le concept de masculinité toxique, le concept de repentance, le concept de trucs, que d'ailleurs des malins, qui sont peut-être d'autres cultures, utilisent contre ces peuples-là. Mais par exemple, en Italie, et je pense que dans ta culture d'origine, comme tu disais, berbère, quand tu dis à quelqu'un, tu es coupable de ce qu'ont fait tes ancêtres, le mec dit, mais j'en ai rien à battre, moi. Que mes ancêtres, ils aient mis en esclavage les Gaulois ou je sais pas qui, qu'est-ce que j'en ai à foutre? En revanche, tu as la honte de pas te comporter bien, ou tu as mal parlé au prêtre, ou à l'imam, ou tu as mal parlé. Alors ça, c'est pas bien, parce que tu fous la honte sur toute la famille. Donc on va te... Qu'est-ce que tu penses de ces trois types de formes de société? Alors, je ne saurais pas te dire avec exactitude, parce que je pense que là, tu connais mieux que moi d'un point de vue global. Je trouve ça très intéressant. Le fonctionnement par la culpabilité, c'est celui auquel, en effet, on assiste comme outil de manipulation, hein, très Bien clairement. sûr. Pour manipuler des gens, il faut qu'ils soient comment, susceptibles d'être manipulés et donc qu'ils soient vraiment affaiblis par déjà tout un matraquage de propagande pour les rendre vraiment, tu sais, très malléables. Mais c'est vrai que la culpabilité, c'est un sentiment qui est ressenti souvent par les âmes un peu pures, tu vois. Par ceux qui ont, tu vois, c'est un peu, je parlais du Roi Lion très récemment, Simba, parce que je viens de Eh le oui. revoir là. Simba, parce qu'il est gentil, contrairement à Scar, qui est une mauvaise personne, il est capable de ressentir de l'empathie et donc, l'étape suivante, de la culpabilité, même quand elle n'est pas légitime, tu vois. Donc oui, alors je suis d'accord avec toi sur ce symbole, sur cet axe en tout cas qui sert de manipulation. Et oui, pour les sociétés qui fonctionnent sur la honte, c'est un énorme problème de s'en éloigner parce que, alors, tout est lié peut-être même à la valeur du nom de famille, tu vois. Euh, Quand on a un nom de famille, qu'on le respecte, on se dit qu'il touche à tous ceux qui le partagent, et donc qu'on est tous des petits ambassadeurs de ce nom de famille-là, et que l'objectif un petit peu, c'est un peu comme au Monopoly, quoi, c'est de lui apporter le plus de valeur possible à son nom de famille et de jamais le dévaluer. Et dans une société où la honte est alors j'en parlais récemment avec Papacito, pour qu'il y ait de la honte, il faut qu'il y ait aussi de la réputation. Et pour qu'il y ait Mhm. de la réputation, finalement, c'est à des échelles assez petites. Et dans les grands centres urbains aujourd'hui, il y a tellement d'individus que bah, il y a plus de... Tout le monde ne se connaît plus, comme dans des petits villages. Et donc, la réputation n'est plus forcément... tu vois quelqu'un, tu ne le connais pas, quoi. Et donc, sentiment de honte qui est lié à cette réputation bah, se dissipe un petit peu. Mais Ouais. quand on est, et c'est actuellement le cas, quoi, quand on est dans des sociétés qui n'ont plus peur enfin, d'amener de la honte en fait, et puis tellement comment découpé en individualité que à la fin tu es toi responsable de toi-même et tu n'as de compte à rendre à personne, pas à ta famille, donc pas à ta nation non plus. Tu vois, on a des gens qui disent oui, bon bah je suis français parce que je suis né là, et après j'ai de compte à rendre à personne. Tu vois, c'est Mathieu Slama qui disait qui trouve ça nul le patriotisme, tu vois, certainement pour des mêmes raisons. Bah, en fait, tu te retrouves dans des situations où l'individu va être prêt à des compromissions terribles, morales, physiques, ce que tu veux. OnlyFans est un exemple classique pour aller chercher des choses qui sont en fait qui relèvent des péchés capitaux, si tu veux, la luxure, la cupidité, parce qu'on n'a plus, on n'est plus porté, on n'est plus protégé. Et d'ailleurs,
la honte, ça a été dénoncé pour s'en débarrasser comme des restrictions, un peu comme ça, des restrictions insupportables, illégitimes, pour nous empêcher de jouir, de faire tout ce qu'on veut. Et Eh donc oui. là, c'est comme ça qu'on perce la morale, c'est en enlevant le sentiment de honte. Qu'on remplace éventuellement par la culpabilité, parce que tu peux être sur OnlyFans et montrer ton anus à tous ceux qui payent 20 balles, mais, Un peu euh, pour l'esclavage. mais te sentir très mal à cause de ce qu'ont fait tes ancêtres, enfin, ce qu'on t'a dit qu'ils ont fait. Alors que dans la culture de la honte, tu vois, un Italien ou un Arabe, tu lui dis, oui, mais, enfin, je sais pas, si tu dis à un Algérien, tes ancêtres, ils ont pris 1 million d'Européennes et les ont foutues dans des harems et des bordels à Alger et tout ça, et le mec, il dit, bah ouais, mais c'est pas bien, mais moi je l'ai pas fait, donc j'en ai rien à foutre. Pareil pour tu vas en Italie, tu dis, mais tu sais que les Romains, vous avez mis en esclavage, vous avez mis au tapin le monde entier. Et le mec, Hmm. il dit, ouais, c'est bien, putain, ils étaient forts. La classe. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de culpabilité. Mais en Angleterre, tu peux avoir la nana qui couche, qui fait sa pute sur Tinder, qui se bourre la gueule, elle finit à moitié, elle perd connaissance dans la rue, elle se fait violer par 14 mecs, elle se réveille le matin, elle vomit, elle sait pas, elle sait plus ce qu'elle a fait. En revanche, ouais, putain, ses ancêtres qui ont fait le commerce triangulaire, ça c'est pas bien. Et elle se sent mal à cause de ça. Mais ce qu'elle a fait hier soir, elle en a rien à foutre parce que Ouais. personne ne sait. Et donc c'est vrai que c'est étonnant. Mais au Japon, pareil. Tu as cette culpabilité de plaindre sur certains trucs, pas la guerre, mais sur certains trucs. En revanche, aller faire des... Tu sais, c'est le pays qui a le plus d'actrices porno, très courte carrière, mais enfin, je disais ça. trois Ouais. pour cent des japonaises ont fait du porno. 3%, c'est énorme. Mais elles s'en foutent. Elles n'ont pas de honte par rapport à ça, par rapport à la sexualité. En revanche, la culpabilité, c'est un truc qui les touche. Pas sur les Ouais. mêmes sujets que les Européens, mais ouais, c'est étonnant. Moi, je connais pas bien la culture japonaise, donc je pourrais pas A l'air ajouter des trucs. starbé, hein. Et tu vois, je vais pas prétendre qu'en regardant des mangas, je connais l'état d'esprit japonais, mais d'accord, c'est intéressant ce que tu dis là-dessus. Alors passons sur les. Alors là, on a fait des sujets légers. Passons sur des sujets vraiment durs. Euh, Bon, tu habites dans un pays communiste où on te vole tout ton travail pour financer des parasites surtout du haut, qui coûtent très très cher, hein, on va pas parler de leur sexualité, mais ils passent plus de temps partout qu'à bosser. Et je parle de la caste journalistes, juges, fonctionnaires politiques, etc., qui sont au service des vrais oligarques qui dirigent le truc. Euh, Comment on fait à vivre dans un pays communiste de nos jours? Euh, c'est terrible ce que je vais te dire, mais c'est de l'acceptation, tu sais. En fait, la première fois que tu payes des impôts dans dans certaines quantités, quoi, à un certain prix, tu te dis, enfin, tu pètes un câble, en fait. Tu te dis, mais attends, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, au fur et à mesure, tu finis par, ton cerveau accepte cette fatalité et tu regardes ce que tu peux faire d'autre dans la vie de toute façon pour faire avec ce qui te reste, tu vois. Donc c'est très violent ce que je te dis, mais c'est souvent la question, tu vois, j'avais parlé avec Idrissa Berkane, quand ceux qui vivent en Suisse ou qui vivent pas en France en tout cas, sont toujours choqués qu'on y soit ou qu'on y reste encore. Alors, en fait, la France bénéficie, hein, je vais parler de Paris, mais c'est valable pour quasiment même toutes ces petites villes et ces petits villages, bénéficient quand même d'un héritage qu'elle ne doit pas à la République socialiste, qui fait malgré tout, il fait bon vivre. Mhm. On est entouré de beauté et de grandeur. Le problème, c'est qu'on n'en est plus digne, tu vois. Mais c'est en termes d'imposition, etc., c'est vrai que c'est compliqué pour un cerveau de s'en rendre compte de... Parce que nous, en fait, on vend des choses, on vend des services, on vend des produits à des gens qui les achètent avec l'argent qui leur reste après imposition déjà. Et cet argent-là, il est encore ponctionné. Moi, je le dis toujours, les produits achetés par mes clients, c'est de l'argent de mes clients. Pourquoi est-ce que cet argent doit aller en si grande partie en plus à l'État? Et c'est vrai qu'ensuite, on a dans le milieu politique, dans le marché politique, on a une sorte de gens qui se renvoient la balle pour ne jamais parler de leur cas. Oui, bah, c'est parce que les APL, oui, c'est parce que la carte vitale, je sais pas quoi. C'est pas, je ne dis pas que ce sont des faux sujets,
Mais disons que dans les priorités, il va falloir quand même regarder ce qui se passe au niveau du gouvernement. Et en fait, on se rend compte qu'en France, l'élévation sociale qui est si chère à nos dirigeants politiques, qu'ils soient de LR ou du PS, hein, la mixité sociale, l'ascenseur social, dont ils nous parlent en fait pour nous justifier de libérer des délinquants et de mettre nos enfants avec eux. Il est asphyxié, il est bloqué complètement parce que en France, on bloque tout enrichissement, on le limite. Et c'est vrai que j'ai envie de prendre comme exemple la tentative de discussion de loi sur les crypto-monnaies, où ils voulaient pénaliser même avant que tu reprennes, c'est-à-dire les bénéfices non réalisés. Donc tu vas payer, je sais pas, 1000 euros ton Bitcoin. Si par malheur, à la fin, en 31 décembre de 2025, il est à 1500 euros, et que tu ne l'as pas vendu parce que tu attends des jours encore meilleurs, s'ils arriveront, Mhm, tu mhm. seras quand même, c'était la discussion quand même, d'être quand même taxé à 30% sur cette plus-value non réalisée. Et pourquoi, selon moi, c'est parce que ça suit un schéma très cohérent où le gouvernement français a pour objectif d'empêcher les individus de s'enrichir. Pour t'enrichir, il faut vraiment exploser le plafond et ensuite faire une holding en Belgique ou au Luxembourg et revendre ton entreprise finalement. Ouais, on m'explique qu'il y a 600 niches fiscales en France. Donc la bureaucratie et la fuckerie administrative pour gérer 600 niches fiscales et tous les mecs qui en profitent, elle est juste débile. C'est débile mental. Enfin, moi, j'ai une phobie administrative. Et quand je vais en France, et c'est rare, mais quand je vais en France ou que je connais des gens en France qui m'expliquent ce qu'ils doivent faire pour leur entreprise, comme toi, pour le truc, euh, moi, je pense que je ne pourrais pas. Physiquement, je ne serais pas capable. Je pèterais un câble, je finirais en prison. C'est pas possible. En fait, il y a un écosystème. Le gouvernement a créé tout un écosystème qui vit de ça. Il vit de la complexité des lois, de la complexité de la comptabilité, de la complexité des niches fiscales, des régimes spéciaux à je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et tout l'argent pris sert à financer tout ça. C'est un peu comme là récemment, il y a un truc qui s'appelle l'ADEME qui fait scandale, le truc de la transition écologique. Bon, on peut en parler, ça aussi qui existe pour, si tu veux, en fait, toutes les régulations qu'ils proposent sont payées par les impôts. En fait, aujourd'hui, on est à un stade en France où l'impôt est levé pour payer ceux qui vont s'occuper de gérer le prochain impôt levé. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ex nihilo, quoi. Ouais, C'est créé ex nihilo. et ils vont venir vous taxer l'immobilier et ils vont venir vous prendre l'argent sur le compte en banque très bientôt. Parce que c'est le seul encore truc qu'ils peuvent faire pour venir continuer. Parce que eux, les parasites, qui sont en haut ou en bas, eux ne baissent pas leur train de vie. Eux continuent à se gaver. Donc ça va finir, moi je te le dis, hein. Après, parce que j'ai une question sur la survie. Moi, mon avis, la France va finir, je le disais il y a 15 ans, je le disais il y a 10 ans, la France va s'effondrer comme l'Union soviétique, et pas que la France, hein, va s'effondrer comme l'Union soviétique, sauf que vous n'êtes pas des Russes en France. Vous n'êtes pas des Russes qui vont se dire, bah, au pire, je vais mourir. Tu vois, le Russe, il se dit, bon, il va se péter la gueule avec un coup de vodka, puis le lendemain, il redémarre, il a rien, il fait froid, il va se dire, on va se démerder, et puis il prend sur lui. Putain, France, en plus, vous avez 50 cultures différentes en France, ça va bien se passer. Mm. C'est, alors, il y a des gens bien, hein. Moi, j'aime beaucoup le côté bordélique, le côté gaulois qui fout la merde. Et même le côté africano-maghrébin, si on veut, ou qui est un peu des merdes, quoi. Il y a ce côté qui est bien, hein. Ce côté-là est un plus bénéfique. Il y a aussi du négatif, mais comme dans toutes les cultures. Mais en tout cas, ça va très très mal se passer quand on va retirer la prise et que les gens vont se dire, mais comment ça, il n'y a plus d'argent? Comment ça, les droits, il n'y a plus de droits, il n'y a plus rien, parce qu'il n'y a plus de police, il n'y a plus de que dalle qui fonctionne du jour au lendemain, hein, parce que là, ça fonctionne déjà plus. Je pense que tu le sais, les hôpitaux, ça commence à devenir difficile. Mm. Mais quand ça ne fonctionnera vraiment plus à zéro, parce qu'il n'y a plus de salaire, il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y aura que des bénévoles, et du cannibalisme. Enfin, voilà, ça va être sportif, hein, là. Mais après, on se remet en place, hein, mais ça va être sportif pendant un petit moment. C'est compliqué parce qu'en fait, il y a de plus en plus de taxes et d'impôts. Surtout, les lois changent
Donc en fait, il y a même plus de stabilité, si tu veux. Des fois, tu te dis, bon, bah, je vais faire avec cette fatalité, elle va changer au 1er janvier, etc., etc. Il y a évidemment cette histoire d'Union européenne qui enlève la souveraineté du pays par rapport à beaucoup de choses, notamment les flux migratoires. Et on se retrouve avec de plus en plus d'impôts, et pourtant une dévaluation de la qualité de tout ce qui était censé être rempli par la fonction publique ou tu vois, par les hôpitaux. On a des gens, comme tu as dit, des gens qui meurent dans les couloirs des urgences. Pour prendre un rendez-vous avec des spécialistes, ça peut prendre plusieurs mois. Alors j'ai cru comprendre qu'en Angleterre, c'était déjà le cas il y a Bien, 10 ans et qu'aujourd'hui, c'est pire. voilà, c'est la version hardcore. Donc Ouais. la question, En plus, il c'est... pleut. Ouais, et en plus, il pleut. Et puis aujourd'hui, pire que ça, on a des petites arrivées qui durent plusieurs années ou juste quelques-unes, de nouvelles thématiques. Tu vois, il y a des nouveaux produits proposés par le gouvernement qui visent à faire des transferts de richesse complets entre l'argent prélevé par les impôts et tout de suite le réinjecter, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique avec Pfizer et tout ce qu'ils ont proposé qui n'avait aucune valeur. Aujourd'hui, c'est dans les histoires d'écologie, alors que quand bien même ce serait vrai, on a les États-Unis qui s'en tapent. Donald Trump, au premier jour, il se retire des accords de Paris. Il appelle ça le Green New Scam, le Green New Deal. On a l'Inde qui est en essor. J'en ai parlé dans une vidéo, on a la Chine, etc. Et aujourd'hui, on a des fonctionnements politiques qui visent à ponctionner les actifs, redistribuer, entre guillemets, dans des nouveaux délires, des nouveaux produits. Là, en ce moment, c'est l'écologie. Et ensuite, tu as des entreprises qui viennent s'y greffer pour aller tirer des subventions. On n'est pas du tout dans un capitalisme, on est dans le capitalisme qu'on appelle de connivence. Et ça, c'est des montants et des montants et des montants qui sont partagés. À la fin, il restera rien. À la fin, les gens ne se rendent pas compte. Et là, on joue sur leur culpabilisation. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, pour leur Exact. soutirer. Si tu es contre l'escrologie, bah, c'est que t'aimes pas les arbres, t'aimes pas la nature. Si tu es contre la propagande LGBT, c'est que tu as envie de tabasser des homosexuels. Si tu es contre ceci, c'est que il y a une vraie... en fait, c'est caricatural. Ça m'étonne qu'il y ait autant de gens qui tombent dans le panneau. Mais il y a un vrai chantage au racisme, à la xénophobie, à ceci, cela. Quand tu traces une ligne et que tu dis, bah non, là, vous êtes en train de nous escroquer, ça marche pas comme ça, vous êtes en train de saloper notre pays. Vous êtes en train de nous priver, de nous imposer et en plus de transférer nos richesses à vos copains. Et c'est vrai que la question est jusqu'à quand les Français continueront à y croire? Et là, on peut faire le parallèle avec les États-Unis, les réseaux sociaux et le fait que en libérant l'expression, c'est tout simplement bah, ce qu'on pense matérialiser pour le partager. C'est assez important de partager ce qu'on pense parce que sinon, il n'y a que nous qui le pensons. Quand on libère ce facteur-là, on peut avec un peu de chance et peut-être avec des cultures différentes, et les Américains ont souvent 20 ans d'avance, on peut obtenir des changements politiques en se débarrassant de l'un des leviers principaux, fondamentaux, majeurs qui doit être destitué de sa superpuissance, c'est-à-dire l'impact médiatique, la propagande médiatique. Alors justement, tu me tends la perche à la prochaine question, qui est justement les États-Unis, qui semblent s'être... je ne suis pas sûr que ça va fonctionner à terme, mais en tout cas sur l'aspect sociétal, oui. Sur l'aspect économique, c'est plus dur. Mais en tout cas, ils se sont réveillés. Ils ont remis en place un Giga Chad, âgé, mais quand même, Giga Chad, avec une équipe de cadors qui sont putain, des bulldozers à l'américaine. Old style, on va faire ce qu'il faut faire, on va devenir efficace, on va arrêter la corruption, on va arrêter le truc. Est-ce que l'Europe, enfin, d'abord, quels sont tes commentaires sur les États-Unis? Et puis, est-ce que l'Europe va pas devenir le bastion, enfin l'Europe, la France, l'Angleterre et quelques autres pays, l'Allemagne qui veut interdire le parti qui va gagner les élections bientôt, là. Euh, donc, super démocratie en plus. Moi, j'aime pas la démocratie, mais justement parce que ça marche pas, c'est une escroquerie. Et donc, comment tu vois évoluer ces deux, enfin, le vassal soumis qui aime bien se faire prendre avec, sans vaseline, avec du harissa et de la grenaille, avec des graviers et de la limaille de fer pour plus de plaisir, qu'est l'Union européenne, et les États-Unis qui sont en train de déployer à nouveau leurs muscles un peu atrophié, je crois, mais en tout cas qui mentalement se réveille. Comment tu vois cette dichotomie, cette différence entre ces deux peuples finalement? Alors déjà, aux États-Unis, ils se sont unifiés, quel que soit, enfin, c'est global à ce que je dis, hein, mais dans les statistiques, quelle que soit, on va dire, l'appartenance ethnique, tu vois, en fait, ils ont constaté
qui avait un très grave problème à mettre au plan numéro un ce qu'on appelle le DEI, par exemple, c'est-à-dire de tout dire par à quelle race tu appartiens, à quel sexe. Tout ça, ils l'ont essayé et ils se sont rendus compte, heureusement pour eux, que c'était de la pure folie et de la pure perte de temps. Et Ouais, ils ont réussi à allier les Afro-Américains et même les Américains d'origine mexicaine autour de valeurs communes masculines. Et en fait, pour moi, le retour de Trump, c'est le retour de la masculinité, l'efficacité et le arrêter toutes les conneries. Et surtout, le voilà la ligne et elle ne sera pas franchie. La ligne, c'est que vous ne venez pas chez nous de manière clandestine. Vous le faites, vous êtes immédiatement expulsé. La ligne, c'est que vous allez respecter notre nation quand on vous envoie vos délinquants ou vos clandestins, vous les acceptez. Parce que sinon, vous allez prendre des tarifs douaniers, des ceci, cela, des sanctions. Et tous les pays ont plié, tu vois. La ligne, c'est toujours, on a un retour d'intentions fermes et de je ne me fais respecter. Donc ça, et ça pour moi, c'est permis par Elon Musk. Si Elon Musk ne reprend pas le contrôle de Twitter, enfin la possession plutôt que le contrôle, au prix de 43 milliards de dollars en 2022, je crois, s'il ne reprend pas ça, toute la suite est asphyxiée, ne peut pas aller jusqu'au bout. Et on a de la chance que Elon Musk et les Américains parlent anglais, parce que du coup, ils parlent la même langue que toute la population anglo-saxonne. Et c'est pour ça que je prends l'Angleterre, mais également les Allemands qui parlent beaucoup, beaucoup anglais, contrairement aux Français qui sont peut-être moins dans ce jeu-là. Et on a Elon Musk qui a fait des déclarations et qui a déstabilisé réellement, au point où c'est devenu le sujet majeur des ingérences des milliardaires dans la politique, le Royaume-Uni, enfin notamment l'Angleterre de Keir Starmer. Il a même fait avec l'AfD en Allemagne, il a fait une visioconférence pendant une conférence. Moi, pour répondre à ta deuxième question sur l'Union européenne, en tout cas sur les pays d'Europe, bon, c'est vrai qu'il faut les séparer, ceux de l'Europe de l'Est, avec notamment la Hongrie, qui est sur un autre logiciel, tu vois. ouais, ouais. Ou même l'Europe du Sud, hein. Parce qu'en Italie, on est comme la Hongrie. Oui, c'est L'autre vrai. jour, on n'en a rien à foutre, hein. C'est vrai que Absolument rien à foutre. l'Italie, on en parle peu, mais ils sont sortis enfin, ils se sont libérés quand même un minimum mentalement. Ils n'ont pas eu peur du chantage au fascisme, et pourtant ils ont eu une histoire récente liée à Ouais, ça. ouais, non, ils n'en ont rien à foutre. Vraiment rien à foutre, et il faut les en féliciter. Mais c'est Voilà, vrai que culture de la honte, pas culture de la culpabilité. ouais, ouais. Et c'est vrai que moi, je ne vois, si je dois avoir, parce que j'essaie d'être optimiste, si je dois avoir un espoir européen, il faut qu'il soit commun aux principales puissances. Parce que sinon, tu vas avoir du boycott, du boycott économique, des choses comme ça. Ce qu'ont essayé un peu de faire, si on veut voir ça, le Canada et le Mexique, ils se sont fait convoquer par Trump et le lendemain, ils ont dit qu'ils allaient trouver des très bons accords, tu vois. Et je pense qu'en France, on va voir ce qui se passe en Allemagne. Je pense que tout n'est pas perdu. Je pense que les gens commencent à en avoir quand même un peu ras-le-bol. Mais c'est difficile de trouver un socle commun. Et en France, ce qui se passe, c'est que ce ras-le-bol essaye d'être traduit par la gauche et l'extrême gauche par la haine essaye d'être orientée vers les fameux grands patrons à qui on fait des cadeaux fiscaux, les cadeaux étant de ne pas les avoir taxés. Tu vois. C'est-à-dire que les mecs ont tellement renversé le principe de la taxe que si on t'a mis à 30% au lieu de 40, on t'a fait un énorme cadeau fiscal. Tu vois. Et tant que les Français tant qu'on entretiendra des querelles entre les sexes, entre les origines, etc., et que il y aura aussi toute une partie de l'immigration qui restera dans un logiciel de mauvaise foi par tribalisme. On aura beaucoup de mal à identifier le problème et à s'en sortir. Ça, c'est clair et net. Oui, d'autant que ça commence à peser, le vote communautaire commence à peser partout en Europe. Alors c'est vrai que tu mentionnais l'Allemagne. L'Allemagne, c'est encore c'est varié, c'est très divers, hein, l'Allemagne. Il y a beaucoup de différences entre le nord au sud, l'est, ouest. Mais c'est un peu d'un logiciel qu'on retrouve. En fait, le monde germanique, il inclut la Scandinavie. Et c'est un peu des gens très excessifs en réalité. Alors, très unis, hein, tu vois. Euh, Quand les Allemands, ils aiment bien Wagner, hein, ils aiment pas l'opérette à la française. Tu vois, ils se mettent à 10 000 dans un stade, Rammstein. Tu vois. Et en fait, ils sont un peu excessifs. C'est-à-dire, quand il faut péter la gueule aux autres, ils se mettent ensemble. Et putain, alors, heureusement, ça n'a pas fonctionné parce que j'aime bien les Allemands, mais
Voilà, rester chez eux, quoi. Un En peu autiste. revanche, quand ils disent, bon, maintenant la règle, c'est qu'on doit être wokiste. Alors pendant les années 50, 60, ils disent, non, non, on fait pas de politique, on bosse. Ils bossent. Putain, c'est les meilleurs. Ensuite, on leur dit à partir des années 2000, non, mais c'est bien d'être wokiste, tout ça, et écolo, tout ça. Ah bon? D'accord. Alors on est tous écolos, putain, machin. Et là, je crains qu'on va leur expliquer que, bon, tout ça, ça n'a pas marché. On crève la dalle à nouveau parce qu'on a enlevé le nucléaire, on n'a plus de gaz russe, on n'a plus d'industrie. Elles se barrent toutes les industries. C'est hallucinant. En plus, ils vont vite. Parce que, quoi qu'ils fassent, ils sont efficients en Allemagne. Donc, quand ils disent maintenant on désindustrialise parce qu'on se barre, bah, ils se barrent. C'est pas, oui, 30 ans de décision. Non, non. Les mecs, qui sont déjà en train d'arriver en Suisse. Il y a des industries allemandes gigantesques qui débarquent en Suisse. Nous, on est contents. Ils débarquent aux États-Unis, ils débarquent ailleurs, en Hongrie, en Roumanie, etc., où ils avaient déjà des annexes. Ils sont en train Ouais. d'arriver massivement. Et donc, les Allemands qui restent sur place, ils vont se dire, ouais, mais attendez, y a-t-il un moustachu dans la salle? Et je crains que ça va revenir, alors peut-être pas d'un point de vue conquérant militaire, mais d'un point de vue mental, ils sont en train de revenir parce que le parti AfD qui a le vent en poupe, il est dirigé par une nana lesbienne. Donc tu vois, c'est le moustachu d'aujourd'hui, il est un petit peu différent qu'avant. Mais ça va chier quand même, hein. Et ils ont les Turcs avec eux. C'est rigolo. En Allemagne, les Turcs, ils votent Ah, AfD. je savais pas, ouais, tu vois. Oui, ouais, non, les Turcs, mais, enfin, je sais pas si tu connais la mentalité turque, parce qu'il y a les Turcs et les Kurdes, hein. Mais les Turcs, c'est des mecs solides, hein. C'est pas l'Italien du Sud, quoi. Mm, mm, Putain, ça bosse, hein. mm. Et les Turcs, quand tu leur dis wokisme, tu vois, il Oui, va pas juste ignorer. Il va pas juste dire non, mais ça m'intéresse pas, je m'en fous, tu sais, mektoub. Non, non, le Turc, il va à la station-service, il remplit un jerrycan d'essence et il revient. ok, ouais. Pas déconner avec ces trucs-là. C'est la famille, c'est les enfants. Tu avais un travelot à l'école où il y a des Turcs, tu as un problème avec les parents, hein, mais un gros problème. Les mecs, ils D'accord. vont te suivre chez toi. C'est pas bien. Et Ouais. donc, et puis ils vont se mettre à 500 pour défendre le mec qui est venu avec le jerrycan et le briquet. Donc il faut pas déconner. Et donc les Turcs qui sont avec, par exemple en Allemagne, avec le truc. En Angleterre, je connais mal. J'ai fait une interview récemment avec un Britannique. Ça a l'air d'être un sacré bordel parce que la société, les Anglais, profondément, la société de souche anglaise prolétaire, elle a été tellement saccagée et dégénérée qu'en fait, ils n'ont plus cette capacité de s'organiser, à faire quoi que ce soit. Donc, la dégénérescence d'un peuple, elle peut aller très très loin. Bon, je pense qu'on n'en est pas encore tout à fait là en France. L'Angleterre, c'est pire. Mais on rentre dans des années spéciales. Et donc, peut-être pour t'amener sur la question qui est mon terrain, mais sur laquelle j'ai envie d'avoir ma vie, tu es jeune encore, tu es optimiste, comme tu le dis, parce que déjà, vivre en France, il faut être optimiste, moi, je trouve. Bah, c'est Et, obligé. comment tu vois justement ce bordel qui arrive? Comment est-ce que tu te prépares? Est-ce que à part soulever de la fonte et comment tu vois le truc et comment tu te projettes, toi, dans une situation où ça risque d'être le bordel? Alors, moi, c'est peut-être du déni, mais j'ai tendance à penser que j'ai l'impression que Paris, en fait, tu sais, plus t'es au centre des choses et plus tu verras les choses venir. Alors que peut-être qu'au contraire, Paris est la plus grande artère qui sera bouchée en cas de souci. Euh, je suis, euh, c'est vrai que moi, de mon côté, tu vois, j'ai eu une fracture à partir de 2022, une réelle fracture avec la politique. Quand j'ai observé la réaction de Macron, en fait, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Ouais. Ah putain, c'est compliqué là. Enfin, la démocratie, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des voies, tu vois. Mm, Et, mm. quand tu es entouré par des mecs qui sont capables de réélire un type comme Macron, alors bon, moi, on me raconte qu'il y a des élections truquées ou quoi. Bon, j'y crois moyen. Je pense que les Français, je leur fais confiance pour réélire Macron, tu vois. Ouais, ouais, je pense. Moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut que j'ai un discours plus centré sur moi-même, centré sur nous-mêmes. C'est le discours que j'ai développé notamment dans le podcast que j'ai qui s'appelle 10 000 pas. C'est Donc bien. on en est à la saison 3. Et j'ai expliqué à ceux qui voulaient bien l'entendre que là, il fallait vraiment se réveiller et ne plus jamais compter sur le système politique ou sur qui que ce soit en fait autour de nous. Et que si on souhaitait avoir un pays qui tient le coup dans l'avenir, il fallait commencer par nous tenir le coup, puis s'occuper de notre famille. On les fait les 10 000 pas tous les jours. Ah, parfait.
Bah, tu vois, le concept était finalement un concept en plus qui est très chrétien, c'est-à-dire occupe-toi de toi, ensuite de ta famille, ensuite de ton cercle un peu plus grand, et à la fin, par agglomération, si tu veux, on aura une France composée, parce que c'est ça, hein, le pays, ça les gens ont du mal à le concevoir, un pays est la résultante de sa population. Quand tu as des populations qui se branlent, bah, tu as un pays de branleurs, tu vois. Et donc, c'est ce que j'ai expliqué, c'est vraiment le discours que je tiens et que j'ai tenu, c'est-à-dire comptez sur vous, commencez à accumuler des compétences, à être en forme, à faire en sorte d'avoir le plus d'énergie possible, parce que cette énergie, comme dans l'économie où c'est une guerre d'énergie et d'énergie transformée, bah, l'énergie du corps humain, on en a besoin pour accomplir des choses. Et je leur ai dit, travaillez sur vous, accumulez des compétences, faites ce qu'il faut. Et la devise que j'ai créée, c'est creuser l'écart. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut concevoir que on n'est pas tous les mêmes. Il faut arrêter de projeter sa bienveillance, sa personnalité sur les autres qui ne l'ont pas. Et il faut considérer qu'il y a des mecs, c'est des zombies. Et il faut absolument, quand on se respecte, tu vois, parce que moi j'ai un peu horreur des mecs de droite qui sont sur Internet à se plaindre, se plaindre, se plaindre. Tu observes leur vie, tu fais une prise de sang, tu corresponds exactement aux gauchistes dont tu es en train de te moquer. Donc c'est pas normal. Donc moi, c'était tout mon discours. Et en termes de préparation, bah, c'est vrai que c'est toujours compliqué. J'imagine que tu veux parler de survivalisme ensuite, c'est- si je me trompe. Ah Mais oui. c'est vrai qu'en termes de préparation, à chaque fois tu te dis merde, j'aurais dû acheter des pâtes parce que maintenant elles sont au prix double, tu vois. Mais c'est vrai qu'à chaque fois je me dis, la meilleure des préparations, c'est d'accumuler des capitaux, d'accumuler peut-être, enfin, d'avoir des biens immobiliers, d'avoir une certaine aisance qui permet, tu sais, c'est un peu comme quand tu as fait la filière S à l'époque au lycée, tu t'ouvres le plus de portes possible, c'est toujours plus facile de faire des choix quand on a réellement. Ouais, alors j'espère que ton immobilier n'est pas en France, parce que ça va impacter en France. C'est un problème. Oui, non, mais c'est vrai il faut une stratégie globale, hein. Moi, je dis toujours, si toi, tu crois que tu vas être tranquille parce que tu fais du camping dans la forêt le week-end et que tu te dis en cas de crise majeure, tu prends ta tente et ton réchaud et tu vas aller avec ta famille dans la forêt de Fontainebleau, tu vas avoir des problèmes. C'est pas une bonne stratégie. Faut réfléchir, y compris la finance personnelle, les sources de revenus aujourd'hui, tant que c'est encore possible, la défiscalisation à mort. Je conseille souvent, dès que tu dépasses un certain stade de revenus, d'investir dans le conseil de fiscaliste. C'est très rentable, hein, même en Suisse. C'est très rentable pour avoir. Et donc, pour moi, ça fait partie de la survie. Je suis d'accord que l'aspect financier, euh, les gens me disent, mais pourquoi tu ne fais pas des vidéos tuto sur comment tu fais un feu dans la forêt? Moi, je dis, parce que le jour où t'en es là, tu as échoué, hein, tu as raté ta vie. Parce que le jour où tu es amené à devoir faire du feu dans la forêt pour survivre, tu es mal. Pour moi, la survie, elle commence bien en amont. Elle commence, comme tu l'as dit, c'est d'abord ton mental, ensuite ton corps. D'ailleurs, si un jour tu as envie de faire des formations, tu as envie de créer des formations et de les vendre sur pierrot.com, ou chez toi aussi, j'ai un site avec pas mal de formations qui commencent par le mental, sur la réflexion stratégique, où vivre, comment bien choisir l'endroit où vivre, et la fiscalité est un des facteurs dont il faut prendre en compte, autant que le facteur est-ce que ta femme ou ton mari va être content de vivre là où tu as envie de vivre? Parce que si tu dis j'ai un plan de vie, on va vivre dans la forêt et tout, tu as beau être l'homme viril qui dit je décide et vous me suivez, si c'est pourri et si cette décision échoue, parce que les femmes, ma fiancée est russe, et les Russes sont très gentils, alors par parenthèse, elles sont très gentilles, très féminines, et elles te suivent partout, mais t'as pas le droit à l'échec. Si tu plantes financièrement ou tu leur offres pas le mode de vie et le rêve qu'elles t'ont offert, tu sens tout de suite qu'elles vont pas tenir longtemps, quoi. Tu sens tout de suite que elles te donnent beaucoup, mais C'est un marché, quoi. elles exigent la réussite relativement à ce qui est raisonnable, hein. Je veux dire, évidemment, elles te demandent pas de devenir un oligarque super milliardaire, hein. Ça reste raisonnable, mais il faut pas louper. Faut pas être un loser, faut pas se planter. Et après tout, c'est une bonne motivation pour un homme de sentir ça. Mais il faut tenir le. Voilà, il faut être habitué à avoir une certaine pression, subtile, mais elle existe. Alors que la femme féministe européenne, elle te dit putain, t'as pas sorti les poubelles aujourd'hui, tu vois.
La fille russe, elle va te dire, ah, tu sais ce que j'aimerais vraiment que tu fasses pour moi, c'est que tu sortes les poubelles. Tu vois, il y a une manière différente. Bah, je sors les poubelles tout seul, j'ai pas de problème, mais tu vois la subtilité. Et donc, tu as besoin d'une stratégie qui ensuite se décline dans le corps, se décline effectivement dans les outils, pourquoi pas effectivement dans les réserves, et ça c'est mon truc, de développer l'autonomie. Alors c'est casse-couille, tu dois faire ton potager, etc. Mais après une quinzaine d'années, tu découvres, alors c'est difficile à Paris, mais tu découvres que quand tu es à la campagne, c'est quand même sympa d'avoir un endroit fleuri avec des fleurs, des fruits, des légumes que tu manges, etc. Et que les enfants, pendant toute leur jeunesse, ils ont gambadé dans la prairie et la forêt autour, etc. Et ils ont appris à faire des trucs de leurs mains. Et en ville, quand un mec en costard qui vient essayer de les entourlouper, leur vendre un truc, Hmm. ils savent quoi. Ils savent que non, non, le beau parleur, ça marche pas avec eux. Mais c'est un tout. Et c'est vrai que on ne réfléchit pas de la même manière à 50 ans qu'à 30 ans ou qu'à 20 ans. Tu l'avais dit au début du podcast. Donc c'est vrai que c'est une approche globale. Mais enfin, c'est pas mal d'avoir des pâtes et de quoi les cuire si on coupe l'électricité et s'il n'y a plus rien. Ouais, c'est clair, c'est clair. Des pâtes ou du couscous ou de la semoule ou autre chose. Donc voilà. Le Raptor, Ismaël, ça m'a fait très plaisir de discuter avec toi ce matin. Est-ce que tu aurais un message pour les millions d'auditeurs qui nous écoutent ou qui nous regardent aujourd'hui et qui sont dans la survie, qui se préparent à des temps difficiles? Est-ce que tu aurais pour conclure leur passer un message? Bon, d'abord, merci pour ton invitation. Moi aussi, j'ai passé une agréable discussion. J'espère qu'elle sera enrichissante pour les millions d'auditeurs qui nous écoutent. Le message que j'ai à passer n'aura peut-être pas de rapport direct avec le côté survivaliste, mais j'aimerais leur dire d'apprendre à redire la vérité, d'apprendre à redire ce qu'ils voient et d'arrêter de se laisser marcher dessus et de se laisser pointer du doigt. C'est difficile, il faut le faire progressivement, histoire d'habituer les gens qui nous écoutent. Mais c'est important parce que, tu sais, on a souvent cette comparaison avec la matrice. Pourquoi? Parce que la matrice, en gros, produit dans l'esprit des gens une réalité alternative pendant qu'elle leur extrait toute leur énergie vitale. Et c'est un petit peu à ça qu'on a affaire, c'est qu'on nous projette une réalité fictive, on nous dit que ce qu'on a vu n'est pas vrai et que ce qu'on n'a pas vu est vrai. Et à force de contrôler l'expression, à force d'interdire aux gens de dire ce qu'ils voient, eh bien, on perd tout ancrage avec la réalité. Donc, je pense que le meilleur conseil que j'aurais à leur donner, c'est de d'oser dire la vérité, d'oser dire ce qu'ils voient, d'oser dire ce qu'ils pensent et d'être ouvert à la conversation ensuite et de s'entourer de personnes ouvertes à la conversation, évidemment. Parfait. Le Raptor, merci beaucoup. Merci à toi. Préparez-vous. À bientôt. Salut. Alors.